Bonjour, vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, la radio des patients et du personnel de l'hôpital de Boulogne. Et aujourd'hui, dans l'émission Faune et Flore, nous allons parler des abeilles. Au micro pour cette émission, je suis Pauline Rouillet et à la technique, nous avons Patrick. Et aujourd'hui, nous recevons un apiculteur, Julien Blondeau, qui a à cœur de préserver une abeille bien particulière. N'hésitez pas à participer à l'émission en nous contactant directement au poste 15 560, c'est gratuit et ça nous fera plaisir de vous entendre. Nous allons donc passer 60 minutes ensemble à butiner. Merci Julien d'avoir accepté de venir dans l'émission Faune et Flore. Je vais vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs. Donc Julien Blondeau est un féru de roller hockey. Mais ce n'est pas pour ce penchant que nous l'avons invité, mais bien pour sa passion de la nature et des insectes pollinisateurs que nous le recevons. Julien Blondeau est technicien en environnement et espace naturel. Il a été éducateur à l'environnement pendant plus de 10 ans, passionné depuis l'enfance par la nature et l'entomologie. Donc l'entomologie, c'est la branche de la zoologie dont l'objet est l'étude des insectes. Aujourd'hui, Julien est apiculteur et il pratique l'apiculture dans le plus grand respect de l'abeille et de la nature. C'est bien cela, Julien ? Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement du cheminement qui vous a conduit à devenir apiculteur ? Donc, bonjour à tous, merci pour cette invitation. En effet, je pense que c'est bien résumé. Pourquoi j'en suis venu à être apiculteur ? C'est un petit peu le hasard de la vie, on va dire. J'ai été, en tant qu'éducateur à l'environnement, amené à créer un rucher pédagogique pour une municipalité, une grosse ville d'Île-de-France. On a suivi le désir du maire et en 6 mois, on devait accueillir des abeilles et bien sûr se former. Donc ça a été un vrai défi et puis c'est vrai qu'une fois qu'on a mis le nez dedans, c'est vite passionnant. C'était un coup de cœur, quoi. Un coup de cœur, vraiment, oui. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler du métier d'apiculteur ? En quoi consiste le métier d'apiculteur ? Donc le métier d'apiculteur, le vrai métier pour les professionnels, c'est avant tout de produire du miel. Forcément, c'est avec ça qu'ils se rémunèrent. Après, il y a plusieurs spécialités. Il y en a qui vont faire uniquement du miel, qui vont se spécialiser en faisant des transhumances sur des miels monofloraux. Et d'autres qui vont être plus éleveurs d'abeilles en élevant des essaims, en élevant des reines. Il y en a qui vont faire un petit peu de pollen également, ou d'autres qui vont se spécialiser dans la gelée royale. Toi, tu t'es spécialisé, tu t'es formé avec quelqu'un de particulier ? Moi, je me suis formé, du coup, il fallait aller très vite. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de trouver une formation en moins de 6 mois. Elles sont très vite remplies. Donc, je me suis rapproché d'un apiculteur, un ancien, qui était vraiment... Donc, c'était pas son métier. Il a fait ça, je pense, à partir de la retraite, dans les années 80. Un vrai amoureux de la nature, un vrai amoureux des abeilles. Et il m'a transmis cette passion. Il avait aussi son caractère, parce que je pense que tous les apiculteurs ont un caractère assez piquant. On va dire ça comme ça. Et je veille à garder un petit peu ce qui m'a appris, à garder ce respect pour aussi bien les abeilles que la nature. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on s'occupe d'un rucher ? C'est-à-dire, quand on dit un rucher, c'est un ensemble de ruches, c'est Tout ça ? à fait, oui. En règle générale, les apiculteurs, il y a quand même des apiculteurs ou des apiculteurs amateurs qui ont une seule ruche dans leur jardin, mais en règle générale, ça tourne plutôt une petite dizaine en tant qu'amateur. Après, les professionnels, pour en vivre, pour avoir par exemple la dotation jeune agriculteur, il faut en avoir 200. C'est-à-dire que pour débuter, pour les jeunes agriculteurs, ils doivent commencer directement à 200 ruches. Donc je peux vous dire que c'est un sacré défi. C'est une entrée en matière assez énergivore et assez épuisante. Aujourd'hui, moi je pense qu'avec 70 ruches, en faisant de la vente en direct et puis aussi un petit peu de sensibilisation, d'animation, etc., avec 70, je pense qu'on peut se faire un petit SMIC largement. Il y en a qui y arrivent en tout cas. À quoi ça consiste ? C'est-à-dire on doit aller voir les abeilles tous les jours ? Donc voilà, après, les méthodes de conduite de ruche peuvent être très très différentes selon déjà le but, si on veut produire du miel ou si on fait ça juste de manière d'amateur. Et bien sûr, on a 300 ruches, ça peut même aller jusqu'à 3000 pour certains, bien sûr avec des employés. On va pas du tout faire la même chose que si on a une petite ruche dans son jardin. Donc le but, c'est avant tout de faire du miel. Et du coup, pour faire du miel, faut en effet aller les visiter, aller vérifier qu'elles se portent bien. Quotidiennement, vous allez alors les pas vérifier, quotidiennement, non. La période où on doit aller les visiter le plus souvent, c'est entre mai et juillet, à cause de l'essaimage, mais on en reparlera sûrement un petit peu plus tard. Et donc, durant cette période, on doit normalement aller les visiter une fois par semaine, pour pas qu'elles s'échappent, entre guillemets. Comment on veille à une bonne santé d'une colonie ? Comment on sait qu'elles sont en bonne santé ? Et comment tu vérifies que aujourd'hui, on peut quand même dire que l'abeille, en règle générale, va très mal, ou pas très bien. Donc il y a plein de raisons. Déjà, il y a les facteurs extérieurs comme les pesticides. Après aussi tout ce qui est ondes électromagnétiques, les portables, etc. Alors il y a des études qui sont faites là-dessus, mais il n'y a rien encore de vraiment démontré. C'est vrai que c'est un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, l'abeille, c'est pas du tout la même en apiculture, c'est pas du tout la même pratique que dans les années 80. Donc le plus gros aujourd'hui problème, je pense que c'est un parasite qui s'appelle le varroa,
qui a été introduit d'Asie dans les années 80, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, toutes les ruches sont parasitées. Ça oblige les apiculteurs à traiter ou à agir tous les ans obligatoirement. Donc il y en a qui font un petit peu de la résistance. Ouais. Je ne vais pas juger, dire si c'est bien, si c'est mal, parce que moi-même je ne le sais pas. Après il y a des expériences qui montrent que ne pas agir, ça peut être aussi un bien. Comme l'apiculture à Cuba par exemple, qui elle n'avait pas accès aux médicaments avec l'embargo. Et du coup aujourd'hui ils ont plus de varroa. Ils ont des abeilles assez résistantes et ils arrivent à faire une apiculture avec très peu de produits chimiques. Donc et aujourd'hui on peut aussi parler du frelon asiatique. Mais il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres, et c'est vrai que c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut vraiment veiller et aussi s'y connaître, parce que il y a plein de particuliers ou même des entreprises qui veulent installer une ruche, mais qui sont pas formés, qui n'y connaissent pas grand chose. Et aujourd'hui, c'est faire aussi du mal aux abeilles d'amener une ruche et de pas la maltraiter, mais du coup de pas savoir faire. Oui, c'est ça, parce qu'elles ont un rythme en fait. D'ailleurs, je vais vous parler de la reine, comment on devient reine. Les abeilles vont choisir entre 3 à 5 larves, elles peuvent aller un peu plus, dont l'une va devenir leur future reine. La première qui naît va tuer les autres larves et la reine va se faire féconder lors d'un vol de fécondation. Elle reviendra à la ruche pour y rester, elle va pondre toute sa vie, la reine. C'est assez fou de se dire qu'il lui suffit d'un seul vol pour se faire féconder. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai. Mâles. Il y a parfois plusieurs vols, il paraît. Plusieurs vols, d'accord. Mais bon, c'est un petit peu dur de suivre la reine dans les airs. Mais aujourd'hui, oui, ça a été prouvé. Ils ont réussi à la suivre. Et parfois, il y a plusieurs vols. D'accord. Et elle se fait donc féconder par des bourdons. Hein, ou des faux bourdons plutôt, parce que c'est pas les bourdons qu'on connaît, les bourdons du jardin. C'est le mâle abeille qu'on appelle le faux bourdon. Et donc, elle se fait féconder par parfois une trentaine de faux bourdons. Donc je vous laisse très bien. imaginer la scène un petit peu cocasse. Et sachant que dès qu'un faux bourdon s'accouple avec la reine, il meurt parce que ça lui arrache une partie de l'appareil génital. Et ils sont uniquement là pour ça, les faux bourdons, ils ne servent à rien d'autre que de féconder la reine. À féconder la reine, très bien. Et ensuite, la reine, elle va être alimentée à la gelée royale durant toute sa vie. C'est ça, donc de l'œuf même à l'état adulte. Donc la gelée royale, c'est quelque chose de très protéinique. La reine, elle en a besoin. Elle pond dans la belle saison près de 2000 œufs par jour. Donc elle a vraiment besoin de ces protéines et c'est cette gelée royale qui est un petit peu magique qui le permet. Et alors que toutes les autres abeilles, elles vont se nourrir que du pollen et du miel qu'elles fabriquent, c'est bien ça? Le pollen, elles vont plutôt le récolter, même si elles vont un petit peu le malaxer et le mélanger un petit peu avec de la salive et avec du miel. Et le miel, oui, elles vont le fabriquer parce qu'à la base, elles vont récolter du nectar qu'elles vont petit à petit transformer en miel. Et elles ont quand même un petit peu de gelée royale durant 3 jours. 3 jours de gelée royale. La larve va baigner dans de la gelée royale. Et au bout de 3 jours, ça sera les nourrices qui lui apporteront miel et pollen. Dans une ruche, la reine, c'est la seule qui est l'unique abeille féconde. Tout à fait, c'est la seule qui a été fécondée. Donc si je comprends bien, l'abeille, elle va passer sa vie dans le corps de ruche et les autres modules sont destinés aux abeilles qui produisent et stockent le miel? Alors ça, c'est l'apiculture, on va dire, moderne. Parce que dans la nature, ça se passe pas forcément comme ça. Même si les ruches aujourd'hui ont essayé de reproduire ce qui se passe dans la nature. Mais en effet, le miel va plutôt être stocké dans ce qu'on appelle les rives, donc soit au-dessus, soit sur les côtés. Et le milieu va vraiment être réservé à l'élevage d'abeilles. Dans la nature naturelle ou dans les ruches? Les deux. Donc pour les modules, ce que vous appelez les modules, donc dans les ruches d'Adam, c'est ce qu'on appelle les hausses. C'est des parties qu'on va rajouter au-dessus des ruches et on va empêcher la reine d'y aller pour pas qu'elle ponde dedans. Et ça sera vraiment réservé au stockage du miel pour qu'on puisse le récolter. Il y a de la gelée royale qui est française. Est-ce que tu peux nous en parler? On parle beaucoup de la gelée royale chinoise. Tout à fait, oui. Aujourd'hui, c'est très dur d'en trouver. Et c'est un produit en plus qui se conserve pas beaucoup parce que du coup, c'est pas du miel. C'est pas quelque chose de sucré, donc qui se conserve, on va dire, à l'éternité parce qu'on a retrouvé du miel dans les pyramides égyptiennes. Il était toujours comestible, entre guillemets, même s'il était un peu dégradé, mais il restait comestible. La gelée royale, elle, ça va être quelque chose de très protéinique et du coup qui va pas se conserver. Donc il va falloir soit en effet le congeler, soit le garder au frigo. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, à part en connaissant un producteur ou en le faisant vraiment importer, peut-être dans des magasins bio, on en trouve peut-être un petit peu, conservé dans les frigos, et c'est pour ça que c'est aussi cher, c'est que la quantité est très petite et en plus il faut pouvoir le conserver et l'acheminer jusqu'à nous. Donc aujourd'hui, pour en trouver, pour être garanti que ça soit de la gelée royale française, il y a des labels qui existent. Donc c'est Gelée Royale France, donc GRF, et il y a un groupement, donc le GPGR, qui rassemble tous les producteurs de gelée royale française. Est-ce que vous pouvez nous parler de la durée de vie d'une reine? Parce que je suppose que la reine va vivre
plus longtemps que les abeilles. Alors, quelles sont les durées de vie abeilles versus reines? Alors pour une reine, alors déjà il y a la théorie, c'est-à-dire que dans les livres, on lit qu'elle vit en règle générale 5 ans. Au bout de 5 ans, elle va commencer à produire moins d'œufs et donc les abeilles vont elles-mêmes la renouveler ou la tuer, ça arrive. Aujourd'hui, le problème c'est que l'abeille va mal. Il y a aussi de moins en moins de faux bourdons, ça c'est pour... il y a d'autres raisons, c'est aussi l'apiculture moderne qui veut ça. Vu qu'ils ne servent à pas grand-chose pour produire le miel, on va pas forcément chercher à avoir le plus de faux bourdons possible, sauf que les faux bourdons sont très utiles pour féconder les reines. Donc on se retrouve avec des reines qui sont pas très bien fécondées, et du coup la durée de vie c'est plus aujourd'hui 2 à 3 ans. Un apiculteur, on va dire amateur ou pro, en règle générale il change ses reines tous les 2 ans. Ah oui, c'est très court. Ouais, 2 ans. Alors qu'avant c'était 5 ans, donc ça vous montre aussi l'état de santé de l'abeille en ce moment. Et donc pour les abeilles, alors il y a on va dire 2 sortes d'abeilles qui existent. Il y a les abeilles qui vont être les abeilles d'hiver, qui vont elles vivre en gros 6 mois, qui vont plus ou moins hiverner dans la ruche. Donc elles vont maintenir la ruche au chaud, elles vont garder la température aux alentours de 30 selon s'il y a du couvain ou non. Ah oui, c'est chaud quand même. Oui, c'est ce qui est un petit peu incroyable, c'est que c'est un insecte donc à son froid qui arrive à produire de la chaleur. Ça fait aussi là un petit peu la différence avec les autres hyménoptères comme les guêpes, les bourdons qui eux vont mourir, la colonie va mourir en hiver. Il y a uniquement les reines qui vont hiverner et reformer une nouvelle colonie au printemps, alors que l'abeille elle va réussir à conserver une partie de la colonie. Donc ces abeilles-là d'hiver, elles vivent en gros 6 mois, 180 jours, alors qu'une abeille en pleine saison, elle va vivre entre 3 à 4 semaines. Il y a aussi le stade œuf à abeille. Donc il y a un stade larvaire et puis nymphe, donc qui va prendre 21 jours. Au bout de 21 jours, l'abeille va éclore. Elle va faire plein de travaux dans la ruche. Et à la fin de sa vie, elle va partir en butinage. Donc aller butiner des milliers de fleurs. Et c'est ça qui va vraiment épuiser l'abeille, lui abîmer les ailes, elle va faire des allers-retours toute la journée, tous les jours. Donc ça va vraiment la terminer et c'est pour ça qu'elle ne vit pas très longtemps. Mais c'est quelque chose de normal et naturel. Mais c'est vraiment le butinage qui va l'épuiser. Oui, parce qu'elles vont pas très loin non plus. Oh bah si, en règle générale, en moyenne, elles vont à 3-4 km. Mais si vraiment il y a une ressource qui les attire, ou alors qu'il n'y a pas de ressources proches, elles peuvent aller à 10 km. Mais pour elles, ça va pas être rentable parce que forcément, l'énergie consommée pour faire l'aller-retour, du coup, ce qu'elles vont ramener dans la ruche va être minime. Incroyable, on a envie de voler avec les abeilles. Alors nous allons maintenant faire une courte pause musicale avec Marcel et son orchestre, qui est un groupe que Julien a choisi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Julien ? Volontiers, oui. J'ai été à leur dernier concert à l'Olympia, donc en février l'année dernière. C'est vrai que moi je suis très concert, très musique live. Et du coup, ça me manque. Alors voilà, ce dernier concert était assez magique. C'est des personnages assez déjantés. Merci d'écouter La Voix d'Ambroise Paré sur le canal 60 de votre téléviseur. Nous sommes avec Pauline. Alors Pauline, nouvelle animatrice à La Voix d'Ambroise Paré, nouvelle bénévole, parmi la quarantaine que nous sommes, et qui nous a invité Julien au micro pour parler des abeilles. Oui, alors Julien, tu es apiculteur et maintenant tu vas nous parler de la façon dont les abeilles y récoltent le pollen. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'essaimage ? Alors l'essaimage, en fait, c'est la manière dont elles vont se reproduire. Parce qu'il faut savoir qu'une colonie d'abeilles, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler c'est un insecte social. La colonie d'abeilles va former un super organisme. C'est-à-dire qu'on pourrait presque le voir comme un être vivant à part entière. Et chaque individu est dépendant de la colonie. Une abeille seule dans la nature ne peut pas survivre, ne peut pas vivre seule. Elle est vraiment rattachée à sa ruche, à sa reine. Pour se reproduire, la colonie va simplement se couper en deux. C'est-à-dire que la moitié des abeilles vont partir de la ruche ou de la colonie sauvage. Donc la moitié des abeilles vont partir et vont partir avec l'ancienne reine. Alors c'est très impressionnant. Parce que forcément ça va faire un nuage d'abeilles dans le ciel, ça bourdonne, ça fait peur pour les gens qui connaissent pas. Mais il faut savoir que c'est pas forcément très dangereux parce que toutes les abeilles, avant de partir, elles vont partir avec des provisions. Elles vont avoir le jabot plein de nectar, de miel. Et du coup, une abeille pleine de miel va pas forcément va pas être agressive parce que c'est comme nous quand on a bien mangé, on a plutôt envie de faire la sieste que d'aller se chamailler, être agressif. Il faut savoir que si vous voyez un essaim d'abeilles, il faut plutôt appeler un apiculteur parce que toutes ces abeilles qui sont dans le ciel, elles
vont aller se poser à un endroit. La reine va se poser à un endroit, toutes les autres abeilles vont la suivre et elles vont former ce qu'on appelle une grappe. En règle générale, elles vont plutôt se mettre en hauteur, donc sur une façade de bâtiment, sur une branche d'arbre. Des fois, il y a des essaims qui se posent sur une jambe de voiture, sur un vélo. Il y a plein de choses très originales. Elles vont rester là environ maximum 3 jours. Et pendant ces 3 jours, on va avoir des éclaireuses, des abeilles qui vont aller essayer de trouver un nouvel endroit pour s'installer. Les abeilles, c'est cavernicole. Donc elles vont trouver une cheminée, c'est souvent le problème des cavernes, quoi, c'est ça. Voilà, des Ouais, cavernes. d'accord. Donc un tronc d'arbre creux. Malheureusement en ville, c'est souvent des cheminées. Tous ceux qui ont des cheminées chez eux, faut mieux mettre une petite moustiquaire en ferraille au-dessus de la cheminée pour éviter que les essaims d'abeilles se mettent dedans. Parce qu'une fois qu'on a un essaim d'abeilles dans une cheminée, c'est très compliqué de les faire partir une fois qu'elles sont installées. Donc moi j'en ai déjà retiré 2 fois dans ma vie d'apiculteur. Et c'est toute une aventure, c'est un vrai massacre parce que forcément lorsqu'on retire les rayons de cire avec du miel, et le miel coule sur les abeilles, elles meurent engluées dans le miel. Oh là Donc là. c'est vrai que c'est très très compliqué. Puis en plus, faut mettre la main dans la cheminée. Aujourd'hui, les pompiers sont au courant et ne tuent plus les abeilles. Voilà, c'est vraiment une espèce, alors pas protégée, mais ils ont la consigne de ne pas les détruire, à part forcément si c'est dangereux et si c'est dans des emplacements un petit peu particuliers. Mais une abeille va pas embêter un humain si Elle va toute être une agressive activité. si on est agressive avec elle, voilà. Voilà, ou si on est trop proche de la colonie. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va défendre ce qu'elle a de plus précieux, c'est-à-dire sa réserve de miel. Si on s'approche trop près d'une ruche, en effet, c'est à ce moment-là que les gardiennes vont se sentir agressées et vont en effet nous rappeler à l'ordre. Et qu'est-ce que font donc les éclaireuses? Mettons qu'on soit en pleine nature et qu'elles se soient posées dans un trou d'arbre. Et une fois les qu'elles ont éclaireuses trouvé... partent et Voilà, et trouver après, un elles vont appeler toutes les autres abeilles avec des phéromones. Et toutes les abeilles vont rejoindre ces éclaireuses et créer une colonie dans la cavité. Elles sont parties avec toutes les réserves, enfin pas toutes les réserves de la ruche, mais une partie. Et du coup, elles vont pouvoir très vite reconstruire de la cire et refaire des rayons de cire dans ce nouveau lieu. Si jamais vous tombez sur un essaim d'abeilles, c'est très important de contacter un apiculteur au plus vite. Donc il y a des sites internet, vous faites cueilleur d'essaims ou SOS essaims. Vous avez des listes d'apiculteurs classés par ville et par région. Vous les contactez et ils vont venir récupérer l'essaim et pouvoir le remettre en ruche. Et quand ils le récupèrent, Ils mettent ça soit dans une ruchette, soit dans un petit contenant, un seau. Et il y a même des apiculteurs. Bon, moi, je m'amuse pas à faire ça parce que ça reste des abeilles et les accidents peuvent arriver. Mais il y a des apiculteurs qui récupèrent les essaims à main nue parce qu'un essaim, c'est pas agressif. C'est très peu dangereux. Wow. Est-ce que tu peux nous parler de comment elles collectent leur miel et est-ce qu'elles collectent uniquement le pollen des fleurs? Dans une fleur, il y a 2 choses. Il y a en effet le pollen, ça va être la pollinisation. Et du coup, les fleurs ont besoin que ce pollen soit transporté de fleur en fleur. Et donc, pour attirer les insectes, pour que ce pollen soit transporté, elles vont les attirer avec du nectar. Elles vont nourrir les abeilles pour qu'en contrepartie, les abeilles puissent polliniser en effet toutes les autres fleurs aux alentours. Et du coup, les abeilles vont à la fois collecter du pollen et à la fois collecter du nectar, et non pas du miel, parce que pour l'instant, c'est pas encore du miel. Dans les fleurs, on trouve du nectar. Le pollen, ça va servir à nourrir les larves, et c'est très protéinique. Le pollen, en gros, c'est la petite poussière jaune. Alors jaune, ça c'est, on va dire, en règle générale, parce qu'il y a des pollens de toutes les couleurs. Quand on a la chance de découvrir une ruche, on peut voir justement les différentes teintes de pollen, et il y a vraiment ça va du noir au rouge au orange selon les fleurs, et c'est comme ça aussi qu'on peut voir quels arbres ou quelles plantes elles ont butiné. Donc ça, c'est la petite poudre jaune, on va dire jaune. D'accord. Et pour le nectar, ça va être de l'eau sucrée, tout simplement. Pour le pollen, elles vont le stocker, elles vont le récolter sur leurs poils. Et ensuite, pendant qu'elles volent, elles vont se brosser avec leurs pattes. Et elles ont ce qu'on dit des brosses à pollen sur les pattes arrière. Et après, elles vont former une sorte de pelote de pollen accrochée aux pattes. Ça, je pense que vous en avez déjà tous vu dans des fleurs ou même en photo. C'est ces petites pelotes de pollen que l'apiculteur aussi arrive à récolter. Il y a des techniques. Et on peut aussi en acheter, ça se trouve. Et c'est aussi du coup très bon pour la santé parce que c'est plein de vitamines. Ah oui. Elles font ça en vol. Et elles vont se brosser en vol. C'est incroyable. Et donc pour ce qui est du nectar, là par contre ça va être dans leur jabot, dans leur ventre. Quand elles vont arriver à la ruche, le régurgiter et le donner à une autre abeille par exemple, qui elle va aller le stocker dans les alvéoles de cire. Elles ont tout un rôle, donc elle est butineuse, et celles qui vont, les manutentionnaires, qui vont, elles, aller ranger le nectar. Et donc, le fait que ça passe de bouche en bouche, l'eau va s'évaporer, et petit à petit, le nectar va se transformer en miel, parce qu'en fait, le miel, c'est du sucre avec un taux d'eau qui va avoir diminué petit à petit. Ça dépend bien sûr des climats et des fleurs. En règle générale, du nectar, ça va être à 90% d'eau, et pour que ça devienne du miel, il faut descendre en dessous de 20% d'eau. Et une fois que c'est stocké dans les alvéoles, le fait que dans la ruche, il
fasse toujours chaud, hein, parce que les abeilles vont chauffer la ruche. Et elles vont ventiler, il y a des ventileuses, donc qui vont battre des ailes pour former, on va dire, un courant d'air. Et c'est ça qui va petit à petit assécher le miel. Et une fois que le miel va être prêt à être stocké, donc avec moins de 20% d'humidité, les abeilles, pour le conserver, elles vont l'operculer. C'est-à-dire qu'elles vont fermer les alvéoles de cire avec de la cire. Et comme ça, c'est prêt à être conservé pendant des années ou pour l'hiver. Impressionnant, hein. Quel travail, Eh oui. C'est une C'est usine. magique. Il y a de la magie, effectivement. Je ne sais pas si vous avez aimé cette question, mais elle me tient à cœur. Comment on voit qu'une abeille est heureuse? Sans faire d'anthropisation, on peut quand même savoir si une abeille est heureuse ou pas. Pour moi, en tout cas, hein, je ne suis pas dans la tête d'une abeille, mais je pense qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas ce côté sentiment. Mais aujourd'hui, moi je pense qu'une abeille est heureuse déjà selon à quel endroit elle se situe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut faire de l'apiculture en ville, c'est pas forcément leur milieu, même s'ils arrivent à trouver des arbres, des fleurs. Il y a quand même les autoroutes, il y a quand même des pesticides, même quand on est à la campagne. Hein. Beaucoup, même à la campagne des pesticides. Donc je pense que pour moi, une abeille heureuse, c'est peut-être une abeille qui est plutôt dans la nature. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les abeilles sont heureuses, parce qu'il y a aussi tous les autres problèmes de parasites, de frelons asiatiques. C'est compliqué de dire qu'une abeille est heureuse, surtout en ce moment. Vous en avez un petit peu parlé, on entend parler des abeilles sauvages et aussi des abeilles domestiques. Quelle est la distinction? Et je suppose qu'il y a plusieurs espèces d'abeilles en France, si on reste juste sur la France. Les abeilles on va dire les abeilles à miel qui font du miel, ou les abeilles domestiques, D'accord. il n'y en a qu'une en France. Après, bien sûr, dans la famille des hyménoptères ou des apidés, là par contre, on va avoir beaucoup d'espèces d'abeilles. En France, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y en a plus de 2000, mais ça va pas forcément être des abeilles sociales. D'ailleurs, pas du tout, parce que je crois que dans les si, il y a le bourdon, mais du coup, ça va surtout être des abeilles, ce qu'on appelle des abeilles solitaires, qui en fait, il va pas y avoir des ouvrières, une reine, il va y avoir uniquement une reine. Et donc cette abeille solitaire, elle va faire sa propre réserve de pollen, parfois elle va également faire sa propre réserve de nectar. Et du coup, la particularité de ces abeilles, c'est qu'elles sont pas forcément agressives, même pas du tout, parce qu'elles n'ont pas du miel à défendre. Elles vont juste avoir une toute petite quantité, et donc du coup, elles vont bien sûr avoir quand même un dard, mais elles vont pas être aussi agressives que des abeilles ou que des guêpes. Ouais, qui ont une mission, elles. Voilà, et qui vivent en colonie, qui vont défendre leur nid, Oui, tout leur travail, finalement. C'est ça. C'est tout le travail d'équipe, quoi. Et bien, on va faire une courte pause musicale. Julien, tu nous vas nous parler de Vampire. Vous pouvez nous en parler brièvement. Vampire, c'est simplement un ami, un copain qui est passionné de musique, passionné d'accordéon, et qui est parti sur la route il y a quelques années. Et aujourd'hui, il me manque un petit peu parce qu'il n'entend plus, il fait plus beaucoup de concerts, donc je suis très pressé de entendre son accordéon et de découvrir de nouvelles chansons. Bisous, Yann. Une éclaircie. Merci d'écouter La Voix d'Ambroise Paré sur le canal 60 de votre téléviseur. C'est la nouvelle émission de Pauline, Faune et Flore. Et Pauline reçoit Julien qui nous parle des abeilles. Oui, alors Julien, maintenant tu vas nous parler de ton rucher pédagogique et de l'abeille noire. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet? Tout à fait, alors il y a eu un appel à projet de la région. Alors là, c'est même le deuxième. Il y a des fonds qui peuvent être débloqués pour des projets, donc sélectionne les franciliens. Pendant le confinement, j'ai un petit peu réfléchi et je me suis décidé de préserver un petit peu l'abeille, mais l'abeille locale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'abeilles qui sont importées de divers pays, d'Italie, de Grèce, des pays de l'Est. Forcément, elles ont leurs caractéristiques propres et du coup, on va rencontrer de moins en moins d'abeilles noires françaises. On va dire la gauloise. Et aussi pour une autre raison, c'est qu'elle produit un petit peu de moins de miel que les autres. L'apiculteur, lui, il aime bien avoir une rentabilité, une certaine rentabilité, et donc forcément, ils vont pas choisir cette abeille locale. Mais alors du coup, donc cette abeille locale, l'abeille noire, est-ce que vous pouvez nous la décrire? Une abeille n'a pas forcément été jaune. De loin, elle paraît jaune. De loin, elle paraît jaune. Ça, c'est plutôt les guêpes. Le D'accord. jaune et noir, c'est les guêpes. Les abeilles, elles vont plutôt être marron-orange. L'abeille noire, elle va être un petit peu plus foncée que les abeilles italiennes ou que les abeilles, ce qu'on appelle les abeilles Buckfast, qui sont une sélection d'abeilles faite par l'homme. Elle est réputée pour être plus rustique. Elle résiste un petit peu plus au froid aussi, aux conditions difficiles. Donc c'est ce qui peut être intéressant aussi avec le changement climatique, parce qu'il faut aussi pouvoir s'adapter à ces changements. Elle est un petit peu plus agressive que les autres. Les apiculteurs, ils préfèrent aller voir les abeilles en t-shirt. Mais voilà, ça reste des abeilles, donc c'est bien aussi de se rappeler qu'une abeille, c'est pas un chat ou un chien, ça reste un animal sauvage. Bien et sûr. Puis oui, ça pique parce qu'on lui vole son miel. Pour apprendre, je pense que c'est bien aussi d'apprendre avec des abeilles noires
qui, quand on fait des erreurs, nous le rappelle. Après, voilà, si on va prendre une abeille noire française qui va venir, je sais pas, je vais dire de Corse, et une abeille qui va venir un petit peu plus du nord, même si c'est une abeille noire, elle va avoir ses caractéristiques, elle va pas forcément être pareille. Elle s'acclimate en fait à leur milieu de vie. Une abeille qui va venir du littoral, par exemple, du littoral français, va voler, par exemple, à cause du vent, va voler plutôt à ras du sol. Alors qu'une abeille qui, elle, va être un peu plus continentale, va prendre son envol un petit peu plus classiquement en l'air. Voilà, même dans la même race, on va avoir des différences. Vous souhaitez vraiment conserver et sauvegarder l'abeille noire, mais quel est l'intérêt si je me faisais l'avocat du diable? En effet, quel est l'intérêt? C'est peut-être déjà un peu tard. C'est au moins pour sensibiliser le plus grand nombre, sensibiliser le pouvoir public, sensibiliser aussi les autres apiculteurs, parce que je pense qu'il faut aussi savoir remettre en question ces pratiques, même si aujourd'hui on sait que pour les professionnels, c'est un métier de plus en plus difficile et très compliqué. C'est de la passion. Ouais. Donc, bien sûr, je ne remets pas en question tout ça. Je sais toutes les difficultés qu'il y a pour être apiculteur ou pour en vivre. Mais je pense que c'est aussi important de se rappeler d'où vient cette abeille et de la préserver, parce qu'un jour, peut-être qu'on va s'apercevoir qu'elle va être plus résistante à une maladie qu'une autre abeille. Aujourd'hui, c'est la biodiversité de... Oui, c'est ça qui est riche. On n'est pas obligé de supprimer toutes les espèces. Et alors, moi, j'ai vu que vous pratiquiez une apiculture extensive. Alors, est-ce que vous pouvez développer, parce que j'imagine qu'apiculture extensive, c'est par opposition à l'apiculture intensive. C'est quelque chose, en effet, de très compliqué à définir. On reste un éleveur, entre guillemets, et on va venir, on va pas dire dompter, essayer de contrôler la nature. Donc, ça reste quelque chose de pas naturel. On peut pas dire que l'apiculture est naturelle. D'accord, ouais. Mais il y a quand même des pratiques qui vont être un peu plus proches de la nature, qui vont être un peu moins intrusives. C'est-à-dire que forcément, si on ouvre la ruche toutes les semaines, les abeilles elles vont mettre un certain temps pour se remettre, pour réchauffer la colonie. Oui, puis c'est perturbant de voilà, c'est très perturbant, oui. Le spray. L'enfumage, ouais. C'est perturbant, oui, parce qu'en fait, c'est une agression. On va leur faire croire qu'il y a un incendie. Elles vont être très perturbées, comme si on sonnait le signal d'alarme de l'hôpital. Forcément, ça fait un petit peu de bazar. Et on va mettre un certain temps pour retrouver son calme. C'est ça à chaque fois qu'on visite une ruche. D'accord, ça c'est intéressant que vous nous le rappeliez. Et du coup, dans une apiculture extensive, ça veut dire que vous allez aller visiter très peu la colonie. Ça peut être déjà en effet visiter, on va dire les embêter le moins possible. Après, là aussi où c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'abeille va mal. Et pour ça, faut aussi pouvoir regarder et pouvoir voir si elle n'est pas malade, si elle n'a pas de parasites. Donc l'apiculture naturelle, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on laisse les abeilles faire, et même s'il y a une maladie, on laisse et on voit ce que ça fait. Ou est-ce que justement, on va essayer de les aider, on va essayer de les traiter, de leur donner un médicament, de les nourrir quand elles n'ont pas assez de nourriture. Comment on les nourrit quand elles n'ont pas assez de nourriture? On leur apporte des fleurs tout autour d'elles? Non, du tout. Non. En règle générale, on leur vole leur miel. De toute façon, la base de l'apiculture, c'est ça. On prend leurs réserves de miel. Donc, c'est les réserves qu'elles ont faites pour pouvoir tenir en hiver. Si l'apiculteur est un peu trop gourmand et que la ruche n'a pas le temps de refaire des réserves, on va pouvoir apporter ce qu'on appelle un nourrissement. Donc c'est soit du sucre, alors pas du sucre en poudre, ça va être des sirops, ou ce qu'on appelle du candy, donc du sucre un peu plus... c'est terrible, oui, mais alors est-ce qu'on les laisse mourir parce qu'elles n'ont pas assez à manger, ou est-ce qu'on leur laisse plus ou est-ce de qu'on nourriture leur laisse plus et nous on en prend moins en se disant que c'est un luxe d'avoir du miel. On peut aussi nourrir avec du miel, leur redonner le miel qu'on a pris. C'est ça. Donc, moins, et du coup, à la base, moins en prendre, je pense. Voilà, oui, tout à fait. Ou alors le prendre et puis pouvoir le redonner quand il y a besoin. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Après, ça a d'autres problématiques. Je l'ai fait cette année aux 2/3. Oui, je leur ai redonné du miel. Vous avez combien de ruches là? On est une dizaine. Après, je m'occupe aussi de rucher dans d'autres endroits. Une dizaine de ruches, donc ça fait à peu près combien d'abeilles? Le nombre, il varie énormément selon si c'est l'hiver ou l'été. En hiver, on va dire 10 000. En été, c'est 60 000 par ruche. Ah ouais, 60 000 abeilles. Ah bah non, fois 10 du coup, parce que j'ai 10 ruches. Ah oui, exactement. On va faire une courte pause musicale avec Gogol Bordello. C'est un groupe de musique que Julien a choisi. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Ah bah, là, on va pas avoir assez de temps pour qu'un seul. Un seul. Punk. Très bien, merci. Merci d'écouter La Voix d'Ambroise Paré sur le canal 60 de votre téléviseur. Nous sommes toujours avec Pauline, Faune et Flore et Julien et nous parlons d'abeilles. Oui, alors est-ce que Julien, vous pouvez nous parler du cadre à jambage? Alors c'est une question très technique, mais on va essayer quand même d'y répondre. Il faut savoir qu'une ruche, elle est composée de cadres.
Il y a une dizaine de cadres dans le corps de la ruche. Et pour que les abeilles puissent faire leurs alvéoles et leurs rayons de cire, l'apiculteur, pour on va dire aider l'abeille, va mettre de la cire gaufrée. C'est des sortes de feuilles de cire. Et ça permet aussi d'économiser entre guillemets du miel, c'est-à-dire qu'elles vont pas avoir à manger du miel pour fabriquer de la cire. Donc on va avoir plus de miel parce qu'on va mettre des feuilles de cire. Mais moi je trouve que ça dommage parce qu'elles ont quand même l'envie de faire de la cire. C'est du coup de la cire qu'elles font elles-mêmes qui est du coup pure. Parce qu'aujourd'hui on a de la cire entre guillemets frelatée, ça arrive chez les vendeurs apicoles, même si ça va un petit peu mieux en ce moment. Et du coup moi je trouve ça très bien qu'elles fassent leur propre cire et on va avoir des phénomènes un petit peu différents dans ce qu'elles vont élever. Elles vont élever un petit peu plus de mâles, par exemple. En gros, un cadrage en bâche, c'est au lieu de mettre une feuille de cire, et ben on va mettre un bâton de bois en diagonale, et comme ça, elles vont construire elles-mêmes le rayon. Un bâton tout court, un tasseau. Comment vous produisez votre miel, vous, alors ? Alors, pour aujourd'hui, tous les apiculteurs, en règle générale, il y en a très peu qui font autrement, on récupère les cadres qu'il y a dans les hausses de miel, et on va passer ça dans une centrifugeuse, dans un extracteur. Alors il faut bien sûr enlever d'abord les opercules de cire pour que le miel puisse sortir, et on va faire tourner ces cadres de cire dans une centrifugeuse. C'est comme une essoreuse à salade, donc on va tourner, le miel va être éjecté sur les parois, et on va récolter ce miel qui va couler un petit peu tout seul. Et après il existe d'autres techniques, justement pour faire du miel un petit peu plus naturel. Il ne va pas passer à la centrifugeuse, ça va être tout simplement de prendre un rayon de cire avec du miel et de le presser à la main ou avec un pressoir. Et là, du coup, on va pas pouvoir récupérer les cadres de cire parce qu'on va détruire ces cadres en pressant. Du coup, le miel est différent, un petit peu différent, il va être un peu plus onctueux parce que lorsqu'on va faire l'extraction dans une centrifugeuse, ça va apporter des bulles d'air à l'intérieur, ça va un peu oxyder le miel. On va pas avoir besoin de ce qu'on appelle le faire décanter. Je suppose que le goût d'un miel peut être différent sur chaque année, mais est-ce qu'il existe des cépages comme avec le vin ou des variétés pour le café ? Est-ce qu'au niveau du miel, alors ça va pas forcément être des cépages, même s'il y a quand même des concours de miel. Il faut savoir que le miel, c'est tout simplement un assemblage de différents sucres, donc maltose, fructose, glucose, donc selon les fleurs qu'elles ont butinées. Et on va avoir en effet soit un miel toute fleur avec plusieurs floraisons qui vont être mélangées dans le même miel, soit un miel, ce qu'on appelle monofloral, où l'apiculteur va essayer d'avoir récolté le miel dans la période de floraison de, par exemple, l'acacia, du colza, etc. Et donc c'est ça qui apporte aussi des miels un petit peu différents. Et alors est-ce que vous déplacez vos ruches ? Comment on sait que les abeilles elles ont fini de butiner les fleurs aux alentours ? Alors non, moi je déplace pas les ruches. D'accord. Tout simplement parce que c'est du travail et c'est souvent les professionnels qui font ce qu'on appelle la transhumance. Alors c'est pareil, c'est un métier assez particulier et puis même pour suivre les ruches, ça va être très compliqué parce qu'ils peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres et du coup vont pas pouvoir aller les visiter aussi souvent qu'un apiculteur qui a ça dans le fond de son jardin. En règle générale, il y a toujours des fleurs toute l'année. Et si on prend l'exemple du printemps, on va d'abord avoir les fruitiers, il y a aussi le colza qui va arriver. En ville, il n'y en a pas forcément beaucoup du colza. Et D'accord. après, on va avoir plus les arbres qui vont se mettre en fleurs. Donc acacia, tilleul, châtaignier. Donc il va être un peu plus tard en saison. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas que les fleurs, il y a aussi l'or des arbres. C'est une grande richesse finalement d'avoir des arbres. Voilà, on les oublie souvent parce qu'on ne les voit pas. Ces fleurs, elles sont souvent assez petites ou elles n'ont pas forcément de gros pétales. Mais voilà. Oui, parce qu'on ne pense pas à lever les yeux au ciel. Est-ce que vous pouvez nous parler du trou de mielé ? Alors voilà, le trou de mielé, c'est la grande question. C'est simplement une période dans l'année où on va avoir un peu moins de fleurs dans la nature. Ça dépend des régions, bien sûr. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir de la biodiversité. Voilà, il y a un moment dans l'année où les abeilles vont pas forcément trouver autant de ressources qu'à d'autres périodes. C'est pour ça que c'est important de leur laisser un peu de réserve. Ah oui, très bien. Même au cours de l'année. Vous pouvez nous expliquer combien de votes il vous faut pour remporter votre projet ? Comment les gens peuvent voter pour votre projet de conservation de l'abeille noire ? Du coup, il suffit de se rendre sur le site de l'Île-de-France, donc budget participatif, écologique et solidaire. Et du coup, c'est le deuxième. Là, c'est le deuxième budget participatif. Et ensuite, rucher conservatoire de l'abeille noire de Méry-sur-Oise. Et ensuite, cliquer sur voter pour. Et donc, combien il faut de votes ? Alors ça, c'est pas forcément très clair. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la région a un budget et ils vont financer un certain nombre de projets. Ils vont peut-être financer les 400 premiers sur 700. Et donc la date butoir pour voter, c'est le 8 mars. Journée de la femme. J'invite tous les auditeurs à voter pour ces femmes, parce que les abeilles c'est plutôt des femmes. Il y a très peu de mâles. Et après, quand est-ce qu'on sait le résultat ? Et le résultat final sera le 1er avril. Et c'est pas un poisson. C'est pas un poisson, c'est une abeille. Voilà. J'aimerais reparler quand même un petit peu des abeilles alors sauvages. Oui, tout à l'heure on a parlé des abeilles sauvages, on a plus dévié sur les abeilles solitaires, mais il faut savoir que les abeilles noires ou que les abeilles domestiques, ce qu'on appelle les abeilles à miel, les abeilles domestiques,
peuvent aussi vivre dans la nature. Aujourd'hui, elles ont quand même beaucoup de mal à vivre elles toutes seules dans la nature à cause des parasites, du varroa. Car aujourd'hui, une colonie qui est seule dans la nature, donc sans apiculteur pour la chouchouter, on va dire ça comme ça, Ouais. va vivre peut-être 2-3 ans. Et au bout de 3 ans, il y aura trop de varroa dans la colonie et elle n'arrivera pas à s'en sortir. Le varroa, donc c'est un tout petit... Je l'ai amené en photo, d'ailleurs, je ne vous l'ai même pas montré. Ah oui. Donc voilà le varroa. Donc là, c'est une alvéole de cire. On a une larve d'abeille. Et on a le varroa qui pique aussi bien les abeilles que les larves. Donc c'est tout petit, mais ça ressemble un peu... C'est un acarien. C'est une tique, on va dire une tique, la tique des abeilles. Et aujourd'hui, sans apiculteur, je me pose la question, est-ce qu'il y aura encore des abeilles parmi nous? Je ne sais pas. Ouais, donc on a quand même mais il y a quand même les abeilles solitaires qui, elles, faut préserver. Donc, souvent, c'est un petit peu à la mode de faire des hôtels insectes, de laisser des prairies sauvages, de laisser de la fauche tardive dans les espaces verts. C'est très bien. Ouais. Donc pour encourager aussi chez nous, concrètement, voilà, faire des petits gestes. Des petits gestes, c'est de planter des fleurs. Voilà, souvent les trous de fenêtres, elles sont souvent bouchés par justement ces abeilles solitaires. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça chez vous. Donc souvent les gens disent ils ont bouché le trou, je vais les déloger et surtout pas quoi. Voilà, faut les laisser. Très bien. Ainsi s'achève notre émission. Alors Julien a une page Facebook qui s'appelle Le Porteur de Miel. Je vous invite à la consulter pour savoir comment voter pour le budget participatif. Sinon, vous tapez sur internet budget participatif Smart IDF, puis vous recherchez le projet Ruchier Conservatoire de l'abeille noire de Méry-sur-Oise. Si vous voulez voir des photos d'abeilles, de bourdons, de frelons, sachez que le père de Julien, Gérard Blondeau, est photographe naturaliste et qu'il réalise des clichés magnifiques. Je vous invite à aller sur son site www.blondeau-photonature.com. Merci d'avoir suivi cette émission Faune et Flore. Maintenant que vous en connaissez plus sur les abeilles, vous pouvez être un relais pour celles-ci. Prenez soin de vous et de vos proches et restez avec nous pour la suite des programmes sur la voie d'Ambroise Paré. Merci.